Dernier élément, et j'en terminerai là parce que le temps passe, le rapport avec la religion, et notamment je pense qu'il faut en parler puisque nous sommes en Angleterre. Les rapports avec la religion ont été bien définis par les constitutions d'Anderson, qui sont l'autre élément essentiel. Ce n'est pas le seul, mais on ne va pas faire de l'exégèse historique. Il faut faire simple, je pense. Les constitutions d'Anderson ont été rédigées en 1723. Vous connaissez l'histoire, mais ça vaut la peine d'être rappelé. En 1717, 4 petites loges de Londres se réunissent dans une taverne qui s'appelait L'Oie et le Grill, dont je pense restent simplement les plans, me semble-t-il, la taverne ayant disparu. Ces 4 petites loges n'avaient pas de vocation initiatique, n'avaient pas de vocation de construction de quoi que ce soit. C'était des associations qui géraient la solidarité entre leurs membres. Ces 4 loges se sont réunies pour former quelque chose de plus important, tout simplement parce qu'elles n'arrivaient plus à assurer la solidarité entre leurs membres. Et le premier grand maître de l'époque, ça s'est réuni à la Saint-Jean-Baptiste de 1717, devait s'appeler Anthony Sayer, je pense, George Paynes. C'était un homme de relativement basse extraction. Le deuxième s'appelait Anthony Sayer, je pense qu'il était au tax office, on va dire qu'il était percepteur, quelque chose comme ça. Le troisième s'est appelé très curieusement Jean-Théophile des Aguliers. Et là, d'un seul coup, on change de niveau, parce que Jean-Théophile des Aguliers est un pasteur protestant qui a émigré avec son père, qui était pasteur protestant de La Rochelle, lors de la révocation de l'édit de Nantes, qui date de 1685. Et Jean-Théophile des Aguliers était membre de la Royal Society, avec Anderson, avec Newton, etc. Et il est devenu très curieusement le grand maître de cette petite obédience de pas grand-chose. On se demande comment ça a pu être possible. Le quatrième grand maître, c'est encore Anthony Sayer, qui revient. Et le cinquième, et là on rentre dans le miracle historique, s'appelle le duc de Montaigu. Et le duc de Montaigu, c'est un personnage éminent, c'est l'un des nobles les plus riches du royaume, il est membre, c'est un lord, et c'est le cousin du roi d'Angleterre. En 5 ans, d'une petite structure associative qui n'avait pas de grosse ambition, on passe à une structure qui n'est peut-être pas très énorme, mais qui intègre des membres de la Royal Society, qui va intégrer en quelques années le tiers des membres de la Royal Society, présidé par Newton, et qui va être présidé par un père du royaume, qui est le cousin du roi d'Angleterre. Je ne sais pas comment on peut expliquer l'affaire, mais c'est comme ça que tout a commencé. Et lors de la présidence du duc de Montaigu, il a chargé un pasteur protestant qui s'appelait James Anderson, qui était écossais, qui, si mes souvenirs sont bons, était presbytérien, alors que Jean-Théophile des Aguliers devait être de l'Église réformée de France, et que Newton était d'une variété protestante un peu curieuse, puisqu'il était unitarien. Et il charge de rédiger les constitutions des francs-maçons, et ces constitutions des francs-maçons vont être reprises des anciens devoirs des corporations des bâtisseurs, et le premier chapitre, c'est le chapitre essentiel à mes yeux, le premier chapitre des constitutions d'Anderson de 1723, s'intitule comme cela, concernant Dieu et la religion, on ne parle pas de Dieu. On dit simplement que dans les temps anciens, il était convenu que tous les hommes devaient être de la religion du pays où l'on vivait, et non pas d'une religion très particulière, mais que depuis on a jugé plus expédient, je pense qu'on peut le traduire par convenable ou plus simple, d'être simplement des hommes bons et loyaux, d'honneur et de probité. C'est-à-dire, ce qui a été dit tout à l'heure, de croire que l'on pouvait vivre selon une perspective de morale naturelle, sans intégrer aucune religion particulière, et de manière à faire en sorte que dans la loge, il est tout à fait possible, quelle que soit sa religion, de travailler en parfaite harmonie. On ne demande pas d'être d'une telle ou telle religion, on demande simplement aux francs-maçons d'être des hommes bons et loyaux, d'honneur et de probité, et rien d'autre. Quelque part, cela a été dit, nous avons tous foi dans la perspective de la pratique d'une morale naturelle, et non pas d'une religion révélée. Voilà ce qui est en jeu dans la démarche maçonnique. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 piliers au sein du rite écossais, qui sont normalement sur le pavé mosaïque qui est devant vos yeux, dans le cas du rite écossais. Ces 3 piliers, c'est la solidarité, l'initiatique et la culture.
Ce n'est pas ce qu'on dit dans les rituels, mais c'est ce que je dis. Pilier de solidarité, c'est l'héritage qui vient de ces premières loges de Londres qui se sont créées pour la démarche de solidarité. Le pilier initiatique, vous l'avez bien compris, c'est la démarche initiatique qui vise à se changer soi-même progressivement. Et le pilier de la culture, qu'on oublie parfois, c'est le pilier de connaître son temps, de connaître les arts et les sciences de son temps pour y contribuer, et contribuer un peu à la fois, c'est en changer soi-même, à espérer changer un peu le monde. Alors, le maître, j'ai dit.